j'aimerais vous proposer une réflexion sur le mouvement des Gilets jaunes, en abordant en quelque sorte en vrac différents aspects de la question. Certains analystes estiment que le mouvement des Gilets jaunes est une manipulation de la part des élites. Ils arguent d'un dessin représentant une troupe serrée d'hommes en veste jaune dans une marche contestataire qui a été éditée dans une revue bien avant la première manifestation des Gilets jaunes en novembre 2018. Ils font également valoir que le nom de domaine Gilets jaunes a été réservé en mai 2017, donc bien avant novembre 2018. Que ce soit vrai, partiellement vrai ou faux, ne devrait pas empêcher l'examen de ce mouvement inédit et étrange. D'aucuns, par exemple, ont estimé que la date fatidique du 11 septembre est écrite en clair dans le dollar américain, étant donné que si l'on décale quelque peu vers la gauche la double barre du S doublement barrée, qui est le sigle du dollar, on peut très bien y lire cette date en simplifié. Que ce soit vrai ou faux n'empêche pas d'analyser cet attentat. Donc, manipulation des élites ou non, il reste qu'une action populaire historique a débuté en novembre 2018, dont on peut essayer de dégager certaines spécificités. En premier lieu, il appert que c'est un mouvement franco-français. Les Gilets jaunes sont essentiellement constitués de Français de souche. Un Français de souche est un Européen de souche de nationalité française. Car la question est souvent posée, notamment par ceux qui veulent nier l'existence des Français de souche. Peine perdue, soit dit en passant, étant donné que ça se voit à l'œil nu. Or, la très dure répression que subit ce mouvement est liée précisément à sa blancheur. Plus c'est blanc, plus on réprime. Plus c'est blanc, plus on hait. La haine des élites à l'encontre des blancs est ici on ne peut plus visible, on ne peut plus incontestable. Le blanc est l'ennemi des élites, et plus précisément le mâle blanc. Le gouvernement français est contre son propre peuple. L'immigration massive, programmée, est une arme militaire contre les Européens autochtones. Donc, contre les Blancs. Mais pourquoi en est-il ainsi? Il en est ainsi parce que les Blancs sont la seule race au monde à avoir une critique radicale sur l'État et l'argent. Ils sont donc un frein au nouvel ordre mondial. À ce titre, c'est la race à affaiblir par tous les moyens possibles et imaginables. Chômage de masse, immigration massive, pauvreté, exclusion sociale, échec scolaire, propagande envers les sexualités non reproductives, propagande envers le métissage, etc. Tout ce qui peut nuire aux Blancs est mis en œuvre au plus haut niveau dans un plan établi de longue date. On constate, à contrario, qu'il y a peu d'extracontinentaux d'origine et de métis dans le mouvement des Gilets jaunes. Premièrement, parce qu'ils ont tendance à ne pas avoir de lien charnel avec la France. Ils sont en France pour des raisons de commodité de vie, et non pas par amour du pays d'accueil. Et même parfois, ils haïssent ouvertement leur pays d'accueil. Ce ne sont pas les signes d'inimitié qui manquent. Et quand ils prétendent le quitter, c'est soit un effet d'annonce jamais réalisé, soit s'ils le quittent, c'est pour vite y revenir, car c'est là qu'ils peuvent encore le mieux vivre. Deuxièmement, pour les extracontinentaux d'origine, la France est un hôtel. Imaginez être client d'un hôtel au moment d'une contestation de son personnel. En tant que simple client de ce lieu de vie, vous n'avez pas de lien particulier avec lui, ce qui vous fait hésiter à participer à un mouvement contestataire qui ne vous regarde presque pas, pour lequel vous n'êtes que spectateur. Troisièmement, le clivage n'est ni gauche ou droite, ni haut ou bas, socialement parlant, mais parasite ou parasité,
racketteur ou racketté. Voilà encore une autre raison qui font hésiter les extracontinentaux d'origine à participer au mouvement des Gilets jaunes, à savoir qu'ils font en général plus partie des parasites que des parasités, étant donné qu'ils vivent essentiellement soit de subventions ou d'allocations, soit de trafic juteux qu'on laisse plus ou moins faire pour acheter la paix sociale. D'où aussi la bienveillance policière durant leurs émeutes, où l'on ne constate pas d'énucléation, de mutilation, d'arrestation, de condamnation, de harcèlement, etc. Donc les parasites d'en haut sont en quelque sorte de mèche avec les parasites d'en bas. Les parasites sont les ennemis des parasités et réciproquement. Bien entendu, ce n'est là qu'une tendance. On constate la participation d'extracontinentaux d'origine et de métis au mouvement des Gilets jaunes, qui nous font l'honneur de magnifiques vidéos sur la toile électronique géante. Mais ce sont des exceptions et non pas la règle. Exceptio firmat regulam, comme on dit en latin. L'exception confirme la règle. Ce mouvement, organisé ou non en sous-main par les élites, est de toute façon devenu un révélateur. Les gouvernements européens ont pour premiers ennemis leur propre peuple. Il faut donc analyser les relations qu'il y a entre les élites et le peuple pour mieux percevoir le processus. La première chose à bien comprendre est que les élites sont mues par un principe fondamental: s'accorder à soi-même ce qu'on interdit à autrui. C'est en appliquant inlassablement ce procédé dans tous les domaines qu'ils arrivent à tirer un immense avantage sur les masses. D'où le dicton populaire, car le peuple a le génie de la formule « Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais ». Et les méthodes sont diverses et variées pour condamner chez le peuple un privilège qu'ils s'octroient à eux-mêmes, allant de la ruse à la loi, en passant par la diabolisation, l'intimidation ou autre. Précisons d'ores et déjà que l'appellation élite est fort impropre, étant donné qu'elle ne correspond à aucune supériorité réelle, autre que celle de l'argent ou de l'appartenance à un clan, de quelque désignation qu'on nomme ces congrégations d'individus. Il s'agit essentiellement de personnages à forte notoriété, dont la réussite sociale n'est pas liée au mérite. Et ne pas confondre les élites de l'ombre et les élites visibles, qui ne sont en général que des marionnettes au service de puissances occultes. Par exemple, les élites privilégient une vision à long terme. Elles s'accordent donc à elles-mêmes ce système de visibilité lointaine et tentent d'en priver le peuple, pour qui elles installent à contrario le dégagisme, lequel place des pantins ici ou là qui ensuite dégagent. Le dégagisme a été accéléré puisqu'on est passé du septennat au quinquennat. Tout donc est fait pour que la politique soit privée d'une vision à long terme. Il est facile de voir que les polichinelles ont changé au fil du temps, mais que les élites sont restées en place, étant donné qu'on voit les mêmes têtes de présidence en présidence. Qu'elles soient de gauche ou de droite, pas de dégagisme pour elles, ce qui prouve que cette dualité gauche-droite n'est qu'une opposition de façade. Autre exemple, elles pratiquent une entraide entre elles, mais établissent la division par tous les moyens pour le peuple. Divide ut regnes, comme on dit en latin. Divisez pour que vous régniez, en traduction vouvoyante. Ce principe est tellement ancré depuis toujours qu'il se dit aussi en grec ancien. Dia kai basileoe. Di ai rei kai ba si leu e. Dia rei kai basileoe. Ces deux exemples résument à eux seuls l'immense arnaque de la Révolution dite française. On fait la précision dite française parce que les spécialistes pensent qu'elle aurait plutôt été fomentée en Angleterre au début du XVIIIe siècle.
En effet, l'assassinat illégal du roi a permis d'installer ensuite du dégagisme, et l'entraide des ouvriers entre eux a été abolie par l'interdiction des corporations. Il faut être fou furieux pour croire que le peuple aurait lutté pour son propre désavantage. C'est donc bien une manipulation du capitalisme moderne naissant. Donc les élites ont une vision à long terme, c'est-à-dire un plan à long terme. C'est ce qui les différencie du peuple qui vit en quelque sorte au jour le jour. Pour comprendre cette force, il faut se souvenir d'un proverbe échiquéen qui dit « Mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout ». C'est une caractéristique du jeu d'échecs. Celui qui a un plan a plus de chances de l'emporter sur son adversaire que celui qui joue au petit bonheur la chance sans fil conducteur. Voilà une puissance des élites, le fait d'avoir un plan, et son corollaire, la patience. Comme dans le camp adverse, au bas de l'échelle sociale, elles ont instauré presque partout un dégagisme systématique. Elles peuvent se permettre d'être patientes. Si elles tombent sur un cas récalcitrant, un empêcheur de tourner en rond, comme on dit, rien de plus simple. Il suffit d'attendre qu'il dégage, puisqu'il est appelé dès le début à dégager. Son parachute doré est d'ailleurs prévu dès l'origine de son intronisation. Rien ne l'atteint. Rien ne peut lui arriver. Il aura servi ses maîtres invisibles en allant dans leur sens durant son mandat, dans le sens d'un plan préétabli de décennie en décennie, de génération en génération, et même de siècle en siècle. Le peuple a donc affaire à un rouleau compresseur très difficile à contrer. Parmi les spécificités dans la manipulation mentale qu'infligent les élites aux classes populaires, il faut signaler l'antiphrase, qui consiste à dire le contraire de ce qui est. Ce terme est également utilisé pour des mots isolés ou des locutions. L'antiphrase littéraire s'utilise aimablement par ironie ou euphémisme dans un roman ou dans la vie ordinaire. Mais les élites s'en servent dans le cadre d'une guerre sémantique, ce qui n'a rien à voir, car la guerre est essentiellement sémantique. Il s'agit de s'approprier les mots, en inventer de nouveaux, vampiriser le dictionnaire. L'antiphrase est par excellence un viol du lexique, car si un mot « aime » désigne par antiphrase le contraire de ce qu'il signifie en réalité, on ne peut alors plus utiliser « aime » pour signifier « aime », car « aime » est utilisé pour désigner son contraire. Par exemple, le mot démocratie est utilisé pour désigner son exact contraire. Dans son acception étymologique, la démocratie est le pouvoir du peuple. Démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Et l'on voit bien que le peuple n'a aucun pouvoir. Le démos n'a pas de kratos. Les gilets jaunes sont le peuple, la France profonde et oubliée. Chacun voit bien le hiatus civilisationnel qu'il y a entre les élites, qu'on peut qualifier d'autistes, et la majorité populaire que symbolisent les gilets jaunes, lesquels ne sont représentés nulle part dans les instances décisionnelles, qui se devraient pourtant d'être représentatives dans une démocratie. La haute société tourne en milieu clos et s'octroie toutes les places, lesquelles sont obtenues non par mérite, mais par appartenance de naissance à un clan, d'où la décadence inimaginable de présidence en présidence, puisque les personnalités promues n'ont aucun talent particulier, autre que celui d'être né dans une bonne nébuleuse. D'où aussi le dialogue de sourds entre les élites et les gilets jaunes. Si la démocratie est une dictature, c'est alors une dictature de la majorité. Or, on voit bien que c'est tout le contraire. C'est une minorité qui arrive à imposer son diktat à la majorité dans un renversement complet. Le mot démocratie est donc utilisé volontairement à contresens par les élites. On donne au peuple le mot, mais pas la chose. Ce qu'on appelle construction européenne est en réalité la destruction de l'Europe. L'antiphrase est ici patente. Les élites cherchent à détruire l'Europe
et notamment sa majorité blanche. L'immigration-invasion a pour but le remplacement des Blancs par une population extracontinentale ou métisse. C'est un génocide par remplacement ou métissage. Ce qu'on appelle connexion sur Internet est en réalité une déconnexion à la vie. Être connecté à Internet signifie être virtuellement connecté, et donc être réellement déconnecté. Voilà pourquoi le mouvement des Gilets jaunes dérange en haut lieu, car les manifestants sont déconnectés à Internet, et donc connectés entre eux la vraie vie sur les ronds-points. Internet porte très bien son nom. Internet signifie interner, à la manière d'un emprisonnement, lequel deviendra de plus en plus obligatoire. On brandit déjà officiellement la menace d'une amende à l'endroit de ceux qui ne savent pas déclarer leurs impôts sur Internet. L'obligation d'internement via Internet est assez proche. Ce qu'on appelle politique est en réalité la négation de la politique. L'antiphrase est saisissante. La politique moderne a pour objet d'empêcher toute politique, en faisant tout sauf de la politique. On appelle politique le non-politique. C'est ainsi que les gilets jaunes sont soigneusement sélectionnés avant de passer dans les médias officiels. On choisit ceux qui ne diront que ce qu'on veut bien entendre. L'opposition est drastiquement contrôlée. À aucun moment il n'y a de débat avec des penseurs circonstanciés, de vrais orateurs, de vrais philosophes. Il est quand même extraordinaire que, privilégiant la notoriété des médiocres soumis à la doxa institutionnalisée, la France, et bien d'autres pays bien sûr, ignorent l'identité de ces réels artistes, littérateurs et autres penseurs, laissés comme des moins que rien sur le bord de la route. Il faut noter que la récupération du mouvement des Gilets jaunes par la gauche est une aberration, puisque la gauche se résume en 3 mots, pas de débat. C'est une forme de fascisme au nom de l'antifascisme, c'est-à-dire que pour imposer son fascisme aux autres, il suffit de se déclarer antifasciste, avec l'argument massue suivant: on ne peut pas nous traiter de fascistes puisqu'on est antifasciste. Pas de débat, ni sur l'immigration, ni sur l'Europe, ni sur la dette publique, ni sur l'économie, ni sur l'éducation, ni sur rien, ce qui n'est pas sans rejoindre le style de l'article 26 des statuts de Nuremberg. La décision n'est pas susceptible de révision. La gauche se résume à ceci: nous avons raison, vous avez tort, circulez, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, ceux qui se disent antifa sont masqués ou anonymes. Il n'y a pas de débat possible avec eux. Nous ne savons même pas qui ils sont. Voilà pourquoi ce sont des non-politiques qui s'emparent finalement de la politique, car si le politique ne fait pas de politique, ce sera le non-politique qui en fera, au même titre que si le boulanger ne fait pas de pain, ce sera le non-boulanger qui en fera. On observe une absence totale du showbiz dans le mouvement des Gilets jaunes, et une diabolisation permanente de la part des médias classiques. D'où la question: que sont nos Charlie devenus? C'est là qu'on comprend que les Charlie n'étaient pas pour la liberté d'expression, mais pour leur liberté d'expression à eux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ça rejoint le principe fondamental de la gauche: pas de débat. La crise des Gilets jaunes est en relation directe avec la dette publique initiée en 1973, par la loi qui interdit aux États de créer leur propre monnaie, ce qui équivaut déjà à une suppression de souveraineté, puisque la souveraineté est directement liée à la création monétaire. Les États sont obligés d'emprunter à des banques privées. Les impôts des citoyens sont ainsi vampirisés pour rembourser non plus la dette elle-même, mais les seuls intérêts de cette dette qui ne cesse d'augmenter, ce qui finit par asphyxier les plus pauvres, rendant leur vie de plus en plus insupportable. Dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelle des jubilés, c'est-à-dire une annulation pure et simple de la dette, ce qui permettait de repartir de zéro. Mais comme la dette, d'ailleurs non seulement impayable, mais aussi illégitime,
ne cesse d'augmenter et n'est pas annulé, aucun soulagement des classes laborieuses n'est en vue. Le gouvernement n'a aucun autre choix que de continuer sa feuille de route, qui consiste à appauvrir les plus pauvres, ce qui ne peut qu'amplifier le conflit. La dette n'a d'ailleurs pas pour but d'être payée. Elle est une arme militaire d'asservissement et d'oppression des populations. La seule solution est un changement de paradigme, lequel bien évidemment n'est pas souhaité par les élites, dont on pourrait dénoncer comme suit la devise inscrite en lettres de feu dans leur mémoire. Nous sommes en place, nous nous y trouvons bien, et dût l'humanité s'abrutir et périr, nous voulons y rester. Certains disent que les manifestations ne servent à rien, étant donné que depuis toujours, pour ainsi dire, on a manifesté en pure perte. Tous les combats ont été perdus les uns après les autres. Les manifestants ont défilé et sont rentrés chez eux sans obtenir quoi que ce soit. Il faudrait ici bémoliser les défaites systématiques et se souvenir encore une fois du jeu d'échecs. Aux échecs, la première chose à apprendre, c'est à perdre. D'ailleurs, on ne peut pas faire autrement. La tactique et la stratégie échappent aux débutants. Ils perdent des pions et des pièces, sans comprendre ce qui se passe, mais il est néanmoins heureux de participer, du fait de l'esthétique générale des positions. Mais à force de perdre, il finit par perdre moins vite. Il sait mieux résister. C'est lui désormais parfois qui gagne un pion, et il finit par l'emporter à force d'avoir perdu. D'où le proverbe « de défaite en défaite jusqu'à la victoire ». Le fait que le peuple n'ait jamais gagné n'est donc pas un argument de défaite définitive. Le jeu d'échecs nous en est témoin. Inutiles ou non, ces manifestations sont un révélateur. On sait désormais qui est qui. On a maintenant la preuve que le gouvernement mu par des entités de l'ombre a pour ennemi son propre peuple, ainsi que les médias et le showbiz. Cette idée originale de manifester de semaine en semaine peaufine les revendications, affine la stratégie, élimine les erreurs et les maladresses, permet la déconnexion d'Internet, c'est-à-dire la connexion à la vie réelle, multiplie les élans de solidarité et de joie entre Français, alerte le monde malgré la censure sévère, car tout est filmé. Les élites ne comprennent pas qu'on a changé de monde. Pour une fois, elles sont prises en flagrant délit de retard. Elles, si intelligentes, si rusées, si instruites, si manipulatrices, si avancées, elles, soudain, ne comprennent pas ce qui leur arrive, car c'est à elles qu'il arrive quelque chose. Pour comprendre ce phénomène, il faut en revenir au roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris. Une petite parenthèse culturelle est nécessaire, et aussi une définition de l'intelligence. On définit souvent l'intelligence comme une faculté d'adaptation, mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que cette définition est la définition des esclaves. Ce n'est pas la définition des maîtres. Du point de vue des maîtres, c'est-à-dire de la vérité, l'intelligence renvoie à l'imagination, et notamment à cette aptitude à connecter deux objets apparemment différents en leur trouvant des similitudes cachées. Par exemple, il a fallu des siècles pour comprendre l'isomorphisme qu'il y a entre la géométrie et l'algèbre, ce qui explique qu'on disait en des siècles anciens « ordine geometrico », selon l'ordre géométrique, ou more geometrico, selon la coutume géométrique, pour invoquer la logique mathématique, car elle était surtout liée à la géométrie. Mais ensuite on a compris le lien entre ces deux disciplines, algèbre et géométrie. On a compris par exemple la relation qu'il y a entre le cercle et l'équation du cercle,
deux choses apparemment qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui sont néanmoins liées, car, en réalité, elles sont une seule et même chose, mais duobus modis expressa, exprimée de deux manières différentes. D'où cette perspicacité qui arrive à préciser le lien qu'il y a entre la situation des années 2020 et le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris. Je vous rappelle que Notre-Dame de Paris est le troisième roman de Victor Hugo. Son premier roman est un conte de jeunesse. Il avait parié du haut de ses 16 ans avec ses camarades de classe qu'il pouvait écrire un roman en 15 jours. Tout le monde a bien ri, mais le jeune Victor est revenu au jour dit avec son récit Buc-Jargal. 2 ou 3 ans après, il avait 18 ou 19 ans, il écrit An d'Islande, une histoire étrange et difficile d'accès. Son troisième roman, Notre-Dame de Paris, arrive une dizaine d'années après. Mais il avait écrit entre-temps, vers 25 ans, une œuvre monumentale. Une pièce injouable de près de 7000 vers dédiée à son père, Cromwell, dotée d'une longue préface qui apparaît comme une sorte de manifeste littéraire. L'action dans Notre-Dame de Paris se situe en 1482. Victor Hugo voulait inscrire ce nombre dans le titre, mais il y a finalement renoncé. Il semble qu'une date sous la forme d'une année l'ait hanté toute sa vie, ce qui explique qu'il ait écrit 93 sur le tard, en référence à l'année 1793. On lit d'ailleurs cette phrase étonnante dans ce livre. « Vous êtes un peuple fini, vous subirez ce viol, l'invasion, qui sonne comme une prophétie. » Dans Notre-Dame de Paris, on se souvient surtout de Quasimodo et de la Esmeralda. Une magnifique chanson intitulée Belle résume les 3 points de vue par rapport à la Esmeralda. Celui de Quasimodo, celui de Claude Frollo et celui de Phébus. L'action dans Notre-Dame de Paris se situe en 1482, c'est-à-dire accessoirement 1 an avant la mort du roi Louis XI, mais aussi et surtout 3 décennies après l'invention de l'imprimerie, en 1450 environ. Le chapitre important est le premier du livre 5e, intitulé Abbas Beati Martini, l'abbé de Saint-Martin. Dans ce genre de formule, on traduit Beatus, heureux, comme s'il était écrit Sanctus, saint. C'est un petit écart traditionnel. L'archidiacre Claude Frollo reçoit dans sa logette canonicale le compère Tourangeau et lui glisse une phrase de 3 mots. Ceci tuera cela. Ceci, c'est le livre. Cela, c'est l'architecture. Le livre tuera l'architecture. Car dans l'ancien temps, toute écriture était gravée sur la pierre pour être durable. Mais l'imprimerie a été un cataclysme civilisationnel. Il y a eu 3 cataclysmes civilisationnels. Premièrement, l'invention de l'écriture, d'abord pour compter, ensuite pour compter, numériser puis raconter, passant des chiffres aux lettres. Deuxièmement, l'invention de l'imprimerie en 1450, époque choisie par Victor Hugo. Troisièmement, l'avènement d'Internet qui démocratise la parole. Seulement la phrase clé de l'archidiacre de Notre-Dame de Paris, cette phrase de 3 mots, une décennie par mot en quelque sorte, sous-entend en filigrane qu'il faut 3 décennies aux élites avant de comprendre la portée d'un cataclysme civilisationnel. Donc, comptons et racontons, sachant qu'Internet est apparu en 1994. 2004, première décennie. 2014, deuxième décennie.
2024, troisième décennie. Ce sera donc dans le courant des années 2020 que les élites comprendront la portée de la toile électronique géante, à savoir qu'elles n'ont plus le monopole de l'information. Un poète français a brillamment décrit, dans une ode à la grande église de Paris, le temps à sacrifier pour voir ce qui se passe. Il faut 3 décennies avant que tout se tasse, que soit ingurgité ce bouleversement, et c'est sans doute là le sens de ce roman. C'est dans sa loge du cloître de Notre-Dame que l'archidiacre fait évoluer le drame, que peuvent résumer les 3 mots que voilà, articulés par lui, ceci tuera cela. C'est au chapitre 5. Toute cette aventure dit que l'imprimerie abat l'architecture. Et c'est ce qui fut fait. Hoc illud necavit. La rotative encreuse eut raison du granit. Mais depuis Internet, nous terminons une ère. Un autre paradigme émerge sur la Terre. Car s'il semble que nous frisions le bout du temps, c'est que nous approchons la fin de ces 30 ans. Censurer un site sur Internet revient à confondre le rien avec le quelque chose. C'est à peu près aussi absurde que d'enlever une goutte de pluie sur son petit doigt alors qu'on est trempé jusqu'aux os sous un violent orage. D'où un proverbe qui se fait jour. Quand c'est sur Internet, ça reste sur Internet. Il faut comprendre également qu'une oligarchie ne peut viser que sa propre puissance. Elle ne peut jamais avoir pour but le bien commun. Le mot oligarchie vient du grec ancien oligos, peu nombreux, et archo, commandé. La racine archo donne tous les mots en archi, comme monarchie, pouvoir d'un seul, ou anarchie, absence d'autorité supérieure, avec l'alpha initial privatif. L'oligarchie est le pouvoir de quelques-uns, d'une classe dominante. Or, un petit groupe d'individus ne peut jamais viser le bien commun. Il en va de même des responsables de partis politiques, quels qu'ils soient. Ils ne roulent que pour eux-mêmes, et se contrefichent royalement du peuple qu'ils endorment par de beaux propos qui ne sont que paroles verbales. Ce sont des apparatchiks indéboulonnables qui se font réélire par un semblant de démocratie en éliminant préalablement tout opposant. C'est encore une fois leur propre puissance qu'ils recherchent et ne travaillent qu'à l'augmenter. Le peuple est complètement oublié. D'où leur joie affichée même quand ils perdent une élection, car en réalité, ils ne perdent rien même quand ils perdent. Leur avenir est assuré. Il faut préciser que le nouvel ordre mondial n'est pas forcément négatif en soi. On peut très bien imaginer un nouvel ordre mondial positif, qui viserait le bien commun. Ce qui pose problème, c'est que le nouvel ordre mondial envisagé par les élites n'est favorable qu'à une infime caste, qui met le peuple en esclavage. Dans la littérature, il a existé la description d'un nouvel ordre mondial positif. Par exemple, le roman de H. G. Wells, Herbert George Wells, intitulé Men Like Gods, littéralement des hommes comme des dieux, traduit en français par Louis Labat, sous le titre Monsieur Barnstaple chez les hommes-dieux. C'est l'histoire d'un journaliste anglais, Monsieur Barnstaple. Je prononce ce nom à la française. Il faudrait dire Barnstaple, qui décide de prendre des vacances. Il part donc en voiture et prend la première autoroute venue vers n'importe quelle destination, n'importe où de préférence, pourvu qu'il s'en aille. Il s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de véhicules sur cette route, jusqu'au moment où, s'y trouvant seul, il entend un bruit sec comme une corde de violon qui se casse, et se retrouve par ce biais, comme par enchantement, dans un nouveau monde, une utopie,
où les habitants s'appellent utopiens, un nouvel ordre mondial positif, sans croyance, sans église, sans Dieu, sans police, sans armée, sans gouvernement, car les utopiens sont dotés d'un tel degré de sagesse, ce sont des hommes-dieux, comme l'exprime le titre anglais, qu'ils n'ont pas besoin d'autorité supérieure. Certains n'apprécieront pas ce roman de H. G. Wells, où Dieu est absent, étant donné que la religion revient au grand galop avec le mouvement des Gilets jaunes, lequel se dote d'ailleurs d'une sorte de chantage qui dit en gros « Si vous voulez retrouver la vraie France, la France d'antan, vous devez retrouver la foi. » Et c'est ainsi qu'on voit Jésus-Christ revenir en force. Il est désormais associé au mouvement des Gilets jaunes. C'est une sorte de constante. La quasi-totalité des orateurs sur YouTube, qui plaident en faveur de la France, sont croyants. Ils intègrent pour la plupart les athées et autres agnostiques dans leurs analyses, étant donné qu'ils savent très bien que la foi est un problème personnel. Mais ce sont des croyants. Le dilemme est donc, de leur point de vue, la France avec Dieu ou pas de France du tout. S'il est vrai que les ennemis de la France sont athées, s'il est vrai que la perte de spiritualité est la cause profonde du désarroi actuel, comme l'ont montré certains plaidoyers sur la toile électronique géante, on se pose néanmoins la question de savoir pourquoi on ne pourrait pas retrouver une vraie France sans faire intervenir de divinités, à la manière de Barnstaple. D'autre part, s'agissant du Christ, on peut contester non seulement son existence, mais aussi son Église. Il semble que Christ n'ait pas d'Église. Il a parlé à l'air libre. Ses baptêmes sont venus après, et n'ont à peu près rien à voir avec sa parole inscrite dans le Nouveau Testament. D'où aussi d'autres sortes de croyants qui croient au Christ, sans être affiliés à une quelconque religion qui a forcément dénaturé ses paroles, au même titre que la Bible n'a jamais été traduite correctement, mais a été récupérée pour lui faire dire ce qui allait dans le sens de ses traducteurs profiteurs. On se demande d'ailleurs comment des terrestres si antiques ont pu concevoir un livre aussi énorme, à une époque où personne ne pouvait songer à écrire un roman, quand des intellectuels en vue qui pérorent à qui mieux seraient incapables de nous fournir une historiette de quelques pages. La question qui se pose depuis des décennies est « La France a-t-elle un sens ?» Et aujourd'hui, la religion a-t-elle à se mêler à ce conflit de société? Une vie raisonnable visant le bien commun est-elle pensable sans que la religion vienne y ajouter son grain de sel? Les élites, de leur côté, sont non seulement athées mais aussi antithéistes, c'est-à-dire contre Dieu s'il existe, voire satanistes, ce qui revient à peu près au même. C'est ce qui explique sans doute que Dieu, ou le Christ, s'invite dans ce débat. D'où une autre question: doit-on absolument en revenir à Dieu pour résoudre des questions humaines au motif que les élites qui gouvernent sont athées? Rappelons brièvement qu'un point de départ de l'athéisme occidental vient de la fameuse formule de Descartes « Cogito ergo sum ». Je pense donc je suis. Dieu est absent de cette sentence, qui signifie finalement « je n'ai pas besoin de Dieu pour penser, je pense par moi-même », ce qui revient à mettre l'humain au centre de tout. Par la suite, Nietzsche enfoncera le clou avec son verdict « Dieu est mort ». Une des particularités du satanisme consiste à prendre les citoyens pour des idiots et à le leur faire savoir. C'est un grand plaisir satanique. D'où le fait qu'ils se cachent de moins en moins. Il est difficile de connaître les vraies raisons de leurs agissements, car on pourrait éventuellement imaginer qu'elles ne sont pas forcément malveillantes, puisqu'elles participent de l'éveil citoyen.
Un exemple illustre est le cas des attentats du 11 septembre, qu'on peut qualifier de satanistes. La première chose à bien comprendre est qu'il n'y a pas d'avion. C'est un leurre. C'est évidemment très choquant d'entendre pareille assertion, puisqu'on voit un avion. Je vais vous montrer ce qu'est un hologramme. On voit ici des jeunes gens dans un gymnase, probablement en attente d'une manifestation sportive. On pourra me rétorquer que c'est un faux hologramme. J'en conviens. Mais le fait que l'hologramme soit faux ne doit pas faire stopper l'analyse. Pas plus que le fait que le commentaire à propos du mouvement des Gilets jaunes n'a cessé au motif qu'il serait une manipulation des élites. C'est un faux hologramme pour deux raisons. La première est qu'un vrai hologramme n'aurait montré que le dauphin, et non l'eau dans laquelle il se meut. La deuxième est que la réaction du public ne correspond pas à ce qu'il est censé voir. C'est donc un montage vidéo. Le brouhaha des spectateurs, assorti d'une vive exclamation collective au moment de l'arrivée du dauphin, est un son à part qui a été collé à la scène du gymnase. Et un mixage a été opéré avec le clip d'un vrai dauphin qui sort de la mer et y replonge. Le tout simule un hologramme. Mais un vrai hologramme aurait eu à peu près cette apparence, en sorte que la fausseté de celui-ci reste malgré tout instructive. Je vous remémore la première proposition de la 4e partie de l'éthique de Spinoza, qui dit, pour simplifier, « La présence du vrai ne supprime pas ce qu'a de vrai une idée fausse. » Ce n'est pas exactement la formule, mais c'est le sens de cette proposition. Il dit exactement « Nihil quod idea falsa positivum habet ». On aurait en latin classique « nihil positivui ». On dit « nihil novi », rien de nouveau, donc aussi « nihil positivui », rien de positif. Quod idea falsa habet, qu'a une idée fausse, tollitur, n'est supprimé, praesentia veri, par la présence du vrai, quatenus verum, en tant que vrai. Nihil quod idea falsa positivum habet, tollitur praesentia veri, quatenus verum. Rien de ce cas de positif une idée fausse n'est supprimé par la présence du vrai en tant que vrai. C'est-à-dire que le positif du faux n'est pas annulé par le vrai. Ce qui signifie que rapporté à ce faux hologramme, la présence d'un vrai hologramme, sous-entendu pour comparaison avec le faux, ne supprime pas ce qu'a de vrai le faux hologramme, ce qui revient à dire que le vrai contenu dans ce faux hologramme est de même nature que le vrai dans un vrai hologramme. Cet hologramme, bien qu'il soit faux, nous explique pourquoi il n'y a pas d'avion dans les attentats du 11 septembre, à savoir que la contrainte de l'hologramme, ou de ce qui peut en tenir lieu, à savoir un trucage vidéo, est de devoir disparaître complètement, à 100%, et ce, parce que la chose n'existe pas, qu'elle est un dessin dans l'espace, ou un dessin surajouté à la pellicule. C'est là que nous piégeons les illusionnistes du 11 septembre, car l'avion disparaît complètement. C'est l'adverbe « complètement » qui est central dans cette compréhension. De même que le dauphin disparaît complètement parce qu'il n'y a pas de dauphin, de même l'avion du 11 septembre disparaît complètement parce qu'il n'y a pas d'avion. L'avion du 11 septembre rentre, comme dans du beurre, sans résistance aucune, dans le gratte-ciel pour y disparaître intégralement, sans qu'aucune de ses parties se détache pour y chuter au sol, ce qui est impossible. Un avion qui percute une paroi ne peut pas y entrer comme dans du beurre. Il doit se disloquer, et certaines de ses parties doivent tomber au sol. Et qu'on n'aille pas rétorquer, vous niez le 11 septembre, comme font certains trolls,
dont l'art consiste à faire semblant de ne pas comprendre, et son corollaire, vous faire dire ce que vous ne dites pas. L'explosion à l'étage supérieur est réelle, et c'est cela l'attentat. Mais cette explosion n'est pas due à un impact d'avion. Les magiciens du 11 septembre ont fait coïncider l'impact d'un hologramme d'avion ou d'un dessin surajouté au film, à un étage supérieur de la tour, pour faire croire que l'explosion avait pour cause ce choc. Or, il n'y a pas d'avion, donc pas d'impact d'avion, mais une réelle explosion. Cela dit, l'avion reste anecdotique dans cet événement. C'est un point de détail, comme dit l'autre. Libre à vous d'y croire, et de penser qu'un objet réel peut disparaître à 100% sans laisser la moindre trace. Les contradictions se multiplient quand même à partir de là. Au chapitre 3 du livre premier de la physique d'Aristote, on lit cette sentence. Enos atopoudotentos, talla sumbainei. Une absurdité ayant été donnée, les autres suivent. C'est dans la physique acroacis. Acroacis signifie un petit nombre. Les Anglais disent happy few, les quelques heureux, sous-entendus qui ont eu la chance de suivre cet enseignement. Donc une physique à l'attention des rares passionnés par ce sujet. Ce livre a divers titres, suivant les éditions qui se sont succédées de siècle en siècle. Physica, Ta Periphyseos, ou encore Ta Perikineseos. En latin on dit uno absurdo dato, infinita sequuntur. Une absurdité ayant été donnée, une infinité suive. Ou encore uno inconvenienti dato, alia contingunt. On reconnaît le mot inconvénient, une contradiction ayant été donnée, d'autres arrivent. Même en accordant qu'il y a un avion, il faut être fou furieux pour croire qu'un impact d'avion serait cause de l'effondrement de la tour. Que l'explosion soit due à un impact d'avion ou non, en aucun cas elle ne peut être cause de l'effondrement de la tour. Pour faire toucher du doigt cette impossibilité, il faut se souvenir de la contraposée des implications. Une implication se présente sous la forme A implique B. La contraposée de A implique B est non B implique non A. Par exemple, la contraposée de feu implique fumée est pas de fumée implique pas de feu. D'où le dicton pas de fumée sans feu, qui est la contraposée de feu implique fumée. La contraposée est une subtilité qui risque de ruiner une hypothèse A, étant donné qu'elle fait apparaître non A comme vrai. C'est ainsi que si sur la base de l'hypothèse A, B est incompréhensible, la contraposée dit que B devient compréhensible à condition d'avoir non A. Si le pape avait connu la contraposée des implications, jamais il n'aurait posé la question de savoir pourquoi les voies ferrées n'ont pas été dynamitées. Car si l'hypothèse dit que les convois mènent à la mort, il est effectivement incompréhensible que les voies ferrées n'aient pas été dynamitées. La contraposée vous donne la solution. La contraposée de qui peut le plus peut le moins est qui ne peut pas le moins ne peut pas le plus. Or, l'explosion, qu'elle soit due ou non à un impact d'avion, ne fait même pas s'affaisser les étages supérieurs de quelques centimètres. La tour reste exactement de la même hauteur, sans affaissement aucun. Mais le public est prié de croire que si elle ne peut pas faire s'affaisser les étages supérieurs de quelques malheureux centimètres, elle peut néanmoins faire s'effondrer la totalité de l'immeuble sur lui-même. Ce qui contredit la logique élémentaire qui ne peut pas le moins ne peut pas le plus. Sans compter que les tours ne se sont pas effondrées. Elles ont été pulvérisées. Ce qui rend encore plus impossible qu'une simple explosion, quelle qu'en soit l'origine, puisse être la cause de cette réduction en poussière. Nul ne nie les attentats. Il y a eu 2 explosions et 3 pulvérisations.
La tour numéro 7 a été pulvérisée sans explosion préalable, donc sans impact d'avion réel ou fictif. Ce qui prouve encore une fois que l'explosion et la pulvérisation ne sont pas liées, car si l'on a à la fois A implique B et non A implique B, alors A et B ne sont pas logiquement liés. Si l'on a à la fois explosion implique pulvérisation et non-explosion implique pulvérisation, alors explosion et pulvérisation ne sont pas liées par un lien logique. L'explosion ne peut pas être cause de la pulvérisation. Nous ne saurons jamais pourquoi la tour numéro 7 n'a pas subi d'impact d'avion. D'aucuns avancent l'hypothèse que la machine holographique s'est mise en panne, mais que les satanistes ont néanmoins poursuivi leur plan de démolition contrôlée de cet immeuble. Les pulvérisations ont probablement été réalisées par des armes à énergie dirigée, telles qu'Hollywood nous les montre dans certains films. Ces énergies intenses atteignent le cœur de la matière, à de très hautes températures, capables d'embraser l'intérieur même du bois, ou de faire fondre l'acier, soit des chaleurs avoisinant 2000 degrés ou plus encore. Il est probable que ce soit avec de telles armes, des lasers quasiment atomiques, que Notre-Dame a été incendiée. Une combustion aussi soudaine que gigantesque est évidemment impossible avec des outils domestiques usuels, qui ne peuvent pas atteindre de telles intensités qui seuls peuvent produire ce résultat. Surtout dans un climat de sécurité absolue, sachant que la sortie des visiteurs était prévue 1 heure avant l'heure habituelle ce jour-là. En entrant dans un moteur de recherche « Circuit des tours de Notre-Dame », sans autre précision, les 3 premières réponses émanant du site officiel signalent une fermeture anticipée à 17h30 le 15 avril. Mais la 4e est plus intéressante, car cette information est datée, dans la mémoire résiduelle des archives de la toile électronique géante. Elle est datée du 15 septembre 2018, soit 7 mois jour pour jour avant l'incendie. Attention, le lundi 15 avril, le circuit des tours de Notre-Dame fermera exceptionnellement à 17h30. D'après certains gilets jaunes ingénieurs, des maquettes d'architectes de transformation de la cathédrale circulaient dès les années 2010. Il semble donc qu'un plan se déroule inéluctablement. Les constructeurs et autres bâtisseurs sont d'ailleurs priés de rester discrets. Quand on dit cathédrale, c'est avec des guillemets de sécurité, car pour certains il s'agit de tout autre chose. Le vocabulaire commence déjà à évoluer à ce sujet. Un message officiel qui contourne la difficulté en employant le mot chef-d'œuvre parle d'espérance et précise « Nous devons entreprendre sa reconstruction ». Nous apprécierons le pronom « nous ». Dans ces démonstrations à publicité planétaire, les satanistes ont entre autres pour vocation de faire montre de leur puissance. Le 11 septembre a permis aux forces de l'ombre de kidnapper le président américain, au motif de le protéger dans son bunker, en prétextant une alerte atomique, dont la procédure a été déclenchée. Qu'a-t-on pu se dire, pendant ces quelques heures, dans un abri anti-atomique ? Il semble que le satanisme veuille non seulement prendre les citoyens pour des imbéciles, des moutons, des pigeons, des moujons, mais aussi le leur faire savoir presque frontalement. C'est là sa grande jouissance perverse. Par exemple, on annonce le résultat des élections à 20h, alors que c'est l'heure de la fermeture des bureaux de vote, ce qui est impossible. On en voit à la face du peuple cette contradiction frontale, et l'on est censé gober ces chiffres. Il faut croire à 66,06 ou 3,6 apparaissent comme par hasard, mais ces pourcentages ont peut-être été décidés à l'avance avec l'accord des principaux protagonistes, qui peuvent danser le soir de leur défaite, puisqu'ils n'ont rien perdu en perdant.
la vie continue, tout va bien pour eux. Ou encore 2 explosions pour 3 pulvérisations comme si 2 égalait 3. Il y a aussi ce fait que les observatoires n'ont pas d'archives, ni photographie, ni vidéo. Aucune image en direct à l'heure d'Internet. Tout est filmé sauf l'espace au-dessus des humains. On répond aux enquêteurs assidus, soit que les vidéos n'ont pas d'intérêt scientifique, soit que les astronomes les gardent pour eux-mêmes. Ce qui est étrange eu égard au coût des matériels financés par l'argent public. Les gens paient pour ne rien voir. Là encore, il y a anguille sous roche, pour ne pas dire baleine sous caillou. Les analystes et autres chercheurs d'exactitude évoquent souvent cette prémonition latine, ordo ab chaos, l'ordre à partir du désordre, ce qui revient à chercher à créer un chaos généralisé pour ensuite proposer une réconciliation globale à condition de consentir à son propre asservissement. Il faut pressentir que le complexe militaro-industriel a bien des coups d'avance par rapport au peuple. Des décennies, voire des siècles. Les fictions hollywoodiennes sont très souvent des réalités déjà opérationnelles. Il faut savoir lire les signes qui y sont annoncés, car, encore une fois, le plaisir du satanisme est de tout mettre sous vos yeux aveugles, comme les gargouilles souvent peu catholiques, parfois avec des sous-entendus obscènes, qui décorent l'extérieur de Notre-Dame de Paris. Il est difficile de conclure, puisqu'on a parlé de tout et de rien. La partie se joue entre une masse énorme mais divisée, et une oligarchie ultra-minoritaire, mais aux ramifications mafieuses nombreuses, sans parler d'un budget quasiment illimité. Toute république est basée sur la corruption. Voilà pourquoi elles se sont toutes effondrées. Car la corruption n'est jamais stable, mais croît de façon exponentielle, jusqu'à engorgement systémique rendant son fonctionnement impossible. La 6e République n'échapperait pas à la règle, si ce n'est que ce serait une sorte de jubilé pour les élites, à savoir une remise à zéro qu'elles refusent au peuple. Les élites ne veulent plus de citoyens attachés à leur territoire, à leur culture, à leurs traditions. Elles veulent des zombies circulatoires et interchangeables comme une marchandise. Le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est spectaculairement étendu dans la durée, a permis une prise de conscience importante. Un éveil inattendu et formidable, même si l'égrégore n'atteint pas celui de Charlie, de Johnny ou de la balle au pied. On ne peut que souhaiter une contagion, ainsi qu'un phénomène d'usure pour faire fléchir les illégitimes et penser une nouvelle terre.